5 dessins d'enfants cachant une histoire terrifiante. Bonsoir, voici le dessin numéro 1. On peut y voir une sorte de chose relativement grande au milieu d'autres enfants, où on ne sait pas trop ce que c'est derrière. Il y a des traits rouges. Qu'est-ce que c'est? La chose d'ailleurs a un truc qui m'a personnellement un peu fait flipper. Ses yeux sont rouges. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu cet enfant, hein? Eh bien voici l'histoire cachée derrière ce dessin. Matteo avait 9 ans. Et c'était un petit garçon très dynamique. Il bougeait beaucoup et surtout, il adorait faire des blagues à tout le monde. Jamais ses parents auraient cru devoir régler ce genre de problème. Matteo allait dans l'école à côté de chez lui. C'était si proche que sa maman pouvait même le surveiller par la fenêtre quand il y allait. En gros, imaginez-vous qu'il y avait là l'école et juste là chez lui. C'était vraiment à genre 50 mètres de distance, très très fun. Évidemment sa mère le surveillait pas forcément, et elle lui faisait confiance. Et même si Matteo était un garçon qui bougeait sans arrêt, il aimait beaucoup trop l'école pour ne pas y aller. Même quand il était malade, il pleurait, parce qu'il ne pouvait pas se rendre en classe et voir ses copains. Bref, tu l'as compris, Matteo lui, il kiffait aller à l'école. C'était un truc qui le dérangeait pas, il adorait rigoler avec ses potes, mais tout a changé du jour au lendemain, et on sait pas trop pourquoi. Enfin si, on le sait, mais à ce moment-là, on sait pas. Un soir, le petit Matteo est rentré assez contrarié de l'école. Bien sûr, ses parents lui ont demandé ce qu'il y avait, mais le petit garçon a assuré qu'il n'y avait rien. Et il est allé faire ses devoirs dans sa chambre. Une chose assez habituelle normalement. Après ça, il allait jouer avec ses copains dehors, mais pas ce jour-là. Non, ce jour-là, quand son ami est venu le chercher, Matteo a refusé de sortir et il est resté enfermé dans sa chambre. Le même soir, pendant le repas, Matteo a demandé un truc vraiment bizarre à ses parents. Il leur a demandé comment faire une prière. Donc t'es en train de me dire que là t'as un gosse, c'est encore un enfant, il est très jeune, il est innocent, et il demande à ses parents comment faire une prière. C'est choquant, c'est vraiment bizarre, hein, on est d'accord. Surtout quand on pense au dessin qu'il a fait plus tard, je vous rappelle c'est ce truc-là. Ses parents ont été assez choqués sur le coup, car aucun des deux n'était croyant, et ils avaient pas parlé de la religion avec leur fils. Ils ont essayé d'expliquer ce qu'était la prière à Matteo, mais quand ils lui ont demandé pourquoi il voulait prier, il n'a rien dit. Il n'a même pas fini son assiette, ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. D'habitude Matteo, il mangeait beaucoup, il aime bien manger Matteo. Il est allé se coucher tôt, et il n'a pas dit un mot de la soirée. Ses parents trouvaient ça étrange, et se sont dit que c'était probablement une mauvaise soirée, et qu'il fallait le laisser tranquille. Mais Matteo a continué de ne pas parler le lendemain. Et là les parents commencent à se dire, ok, il y a peut-être un problème un peu plus gros que ce qu'on pense, hein. En fait Matteo n'a même pas râlé quand sa mère lui a tendu une tartine au lieu de lui donner des céréales, ce qui était son petit déjeuner préféré. Il s'est préparé très tranquillement et il est allé à l'école, ce qui a beaucoup étonné sa maman. Normalement c'était tout un cirque pour le préparer. Il courait partout, mettait le bazar et parfois il faisait même ses devoirs qu'il avait oubliés. Mais là, rien, il est allé silencieusement à l'école. Alors forcément sa mère a commencé à se poser quelques questions, mais elle avait beau y réfléchir, elle ne trouvait pas forcément de réponse. Le soir, elle est allée voir la maîtresse de l'école pour lui parler du comportement de son fils. Et la maîtresse a levé l'épaule avant de dire: Vous savez, Matteo a toujours été un bon élève, mais son comportement perturbait souvent la classe. Mais depuis hier après-midi, il est sage comme une image. Il ne bavarde plus, il est calme, un vrai petit ange. Il a dû se disputer avec ses copains, je pense, parce que il ne joue plus avec eux. Par contre, elle ajoute un autre truc. Un truc assez important, écoutez bien. Par contre, il s'est rapproché de la petite Justine, qui est petite et très calme. Je sais pas ce qu'il s'est passé, il est peut-être un peu amoureux d'elle. Ah, c'est trop cool. Oui, j'ai plus de lunettes. On en parle rapidement parce que là, je coupe le thread. On en parle, voilà, j'ai plus de lunettes. Si vous avez pas vu mes 2 derniers threads, je sais, ça peut faire un choc. J'ai fait une opération laser, voilà, pour retirer mes lunettes. On va prendre notre temps, voilà, on va prendre notre temps entre vous et moi, on va s'y habituer, on va réussir, hein, on va réussir. Je vous rassure, c'est toujours Noah, là, qui raconte les histoires, mais c'est Noah sans lunettes, c'est un autre Noah, du coup, c'est particulier. Ouais, je sais, ça va arriver. Vous inquiétez pas, on va finir par se comprendre, vous et moi. La professeure a eu un sourire bienveillant pour la mère, qui, maintenant, pensait que son fils était tout simplement amoureux, hein, de cette petite Justine. Ce n'est que quelques jours plus tard, samedi, qu'elle a réalisé que quelque chose clochait vraiment dans cette histoire. Pendant le dîner, le petit garçon a regardé ses parents très sérieusement avant de leur dire la phrase suivante. Demain, il faut qu'on aille à l'église. Là c'est le genre de moment typiquement je retire mes lunettes et je les pose sur mon bureau pour montrer à quel point je suis choqué par ce qu'il vient de dire. Frérot, t'es un petit garçon, pourquoi tu dis ça à tes parents? Ça n'a aucun sens. Ils ont essayé de discuter tout le week-end, mais Matteo ne leur adressait même plus la parole. Le lundi matin, la maman de Matteo était désespérée. Elle ne savait pas quoi faire pour aider son enfant. Elle est allée dans sa chambre et elle s'est assise sur le lit de son fils. C'est là qu'elle a vu ce dessin sur son bureau. Le dessin que vous avez vu tout à l'heure, ce dessin-là. Il devient de plus en plus bizarre à mesure qu'on le regarde, hein, on est d'accord. Elle a alors tout de suite compris que son petit garçon n'allait pas aussi bien que ce qu'elle pensait. Le midi même, pendant le repas, elle a montré le dessin à son fils en lui demandant doucement ce que c'était. Le petit a fondu en larmes. Sans qu'elle comprenne pourquoi, il s'est jeté dans ses bras de sa maman et a fini par lui dire: C'est le diable, il va venir me chercher, il me l'a dit. Sa mère a donc pris beaucoup de temps pour rassurer son enfant. Elle a appelé l'école pour dire qu'il ne viendrait pas l'après-midi. Une fois qu'il était plus calme, ils ont pu parler et elle a enfin appris ce qui n'allait pas. En fait, Matteo a fait une petite blague à la petite Justine qui l'avait très mal prise. Alors Justine, qui est elle croyante, a dit à Matteo que le diable allait venir le chercher, qu'il allait le punir,
le faire cuire vivant et lui infliger toutes les souffrances de cette terre. Elle avait tellement fait peur à Matteo qu'il a tout de suite changé de comportement. Il s'est rapproché de la petite fille pour savoir comment faire pour que le diable ne vienne pas le chercher. Il avait cru absolument tout ce que Justine lui avait dit. Et bien sûr, il a eu affreusement peur. La maman a rassuré son fils tout l'après-midi et a pris rendez-vous avec la maîtresse de l'école et les parents de Justine. Matteo a réexpliqué tout ce qui s'était passé avec Justine. Et vous savez quoi? Tout ça a choqué la famille de Justine. Et bien sûr, j'imagine que tu attendais ce moment, le moment où on apprend enfin pourquoi Justine a dit ça, hein. Eh bien messieurs dames, Justine a tout de suite avoué qu'elle avait tout inventé. Elle avait entendu ses grands-parents parler de ce genre de choses et elle aussi elle en avait très peur. Les deux se sont réunis à plusieurs reprises pour discuter avec leurs enfants et ont fini par comprendre ce qui s'était passé. Matteo est de nouveau un garçon très enjoué. Il a repris les jeux avec ses amis, mais il est resté très proche de la petite Justine. Récemment, il a même demandé à sa maman s'il pouvait lui offrir un cadeau, donc il l'a pas trop mal pris. Mais si le diable existait vraiment, hein, il ressemblerait à ça, vous pensez? Sans transition, passons tout de suite au deuxième dessin qui lui a une histoire cachée bien plus terrifiante que le premier. Ah, c'était que la mise en bouche, là tu connais, on commence toujours tranquille et on termine à la fin des vidéos avec les histoires et les plus mystérieuses. Voici le dessin numéro 2. On y voit un grand sourire, quelque chose dans des dents de ce sourire, ainsi que des sortes de gouttes rouges. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Dites-moi toutes vos théories en commentaire. Et voici l'histoire du deuxième dessin. Valentine nous a envoyé l'histoire que son petit frère a vécu. Gabriel. D'ailleurs, c'est de la faute de Valentine. Si Gabriel a vécu tout ça, alors c'est elle qui nous l'a raconté. À l'époque, son petit frère avait 7 ans et elle 12 ans. Ils n'étaient pas très proches à cette époque-là, à cause de leur différence d'âge notamment. Un jour, alors que Valentine recevait des amis chez elle, Gabriel est allé les embêter un peu. Bon, Gabriel évidemment c'est le petit frère si jamais. Bah oui, il aimait pas voir que sa sœur voyait des amis et lui donnait plus aucune attention. Alors il est allé embêter sa sœur, comme ils le font certains petits frères. Le problème c'est que Valentine l'a mis dehors. Cette histoire aurait pu se finir comme ça, mais Valentine, on avait marre que son frère vienne à chaque fois l'embêter. Alors elle a fait quelque chose qu'elle va regretter toute sa vie. Elle voulait qu'il s'arrête. Alors ce soir-là, avant que les deux enfants aillent se coucher, Valentine lui a murmuré un truc à l'oreille avant de partir de sa chambre. L'air de rien. Leurs parents n'ont rien vu venir ce soir-là, parce que c'était très subtil, et surtout que ça s'est passé très rapidement. Les jours qui ont suivi, Gabriel n'osait plus du tout rentrer dans la chambre de sa sœur. Sauf que là, non seulement il n'entrait plus dans la chambre, mais en plus de ça, il courait pour passer devant, et remarchait tranquillement derrière. C'est comme si quelque chose dans la chambre de Valentine était devenu bizarre. Comme si l'enfant avait aperçu un truc chelou. Qu'est-ce que Valentine cache, hein? Il y a même autre chose. Au fil du temps, ça a même commencé à s'aggraver. Maintenant, il avait même peur d'aller dans sa chambre. Tous les soirs, il demandait à changer de chambre en pleurant, en disant qu'il ne voulait absolument pas retourner dans la sienne. Il finissait toujours par s'endormir d'épuisement, mais il pleurait beaucoup avant de s'endormir. Et s'il avait le malheur de se réveiller, il se remettait à pleurer, et ses parents devaient le prendre avec eux dans leur chambre. Ils ont essayé de parler plusieurs fois à Gabriel, mais le petit garçon ne voulait rien dire. La maman de Gabriel a même été convoquée par la maîtresse de l'école, qui le trouvait fatigué et pas assez concentré sur son travail. Ouais, tu l'as compris, l'état de Gabriel n'arrêtait pas de s'empirer. Pourquoi? Est-ce que c'est un lien avec ce dessin? Bien sûr, on est dans une vidéo thread d'horreur, donc évidemment que c'est un lien avec ce dessin. Et vous allez le comprendre très rapidement, monsieur dames. J'adore tellement raconter des threads, ça fait si longtemps que j'en ai pas raconté. D'ailleurs oui, hein, pour ceux qui sont pas au courant, là, cet été, durant tout l'été, vous allez être bombardés de threads, chaque semaine, vendredi soir, à la même heure, ça va être trop bien. Bref, on continue. Les parents ont vraiment commencé à se poser des questions sur l'état de santé de leur enfant. Ils ont même pris un rendez-vous chez une psy pour lui, mais lui a tout simplement refusé d'y aller. Il ne savait plus vraiment quoi faire, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il dessinait dans le salon, sans rien dire, sa mère a regardé par-dessus son épaule et a vu cette horreur. Elle a eu un frisson. Gabriel a essayé de cacher le dessin, mais quand il a vu sa mère, c'était trop tard. Elle a pris le dessin et a demandé ce que c'était, mais il n'a pas répondu. Elle a insisté à plusieurs reprises, mais le petit a refusé de répondre à ses questions. Alors, elle a attendu que le père rentre pour avoir une conversation avec leur fils. Ils ont essayé d'y aller en douceur, mais plus il posait de questions, plus le petit se repliait sur lui-même. Finalement, il a fini par craquer. Et ses parents ont été choqués par ce qu'ils ont appris. Voici l'histoire cachée derrière ce dessin. Le moment que tu attendais, bien sûr. En fait, la grande sœur a fait quelque chose d'horrible. Valentine en avait tellement marre que son petit frère l'embête sans arrêt qu'elle lui a raconté une histoire horrible. Elle lui a dit que, dans sa chambre, il y avait quelque chose qui la protégeait, une entité, et que si elle demandait à l'entité pourrait manger le petit garçon. Pire encore, elle lui a dit que le monstre savait très bien où était sa chambre, et qu'il pouvait très bien venir le manger pendant la nuit. Le problème serait sans doute passé en quelques jours, si elle ne lui avait pas rappelé chaque soir la situation. Ces histoires ont tellement effrayé le petit Gabriel qu'il a commencé à faire des cauchemars toutes les nuits, et à avoir peur de sa chambre. En colère, les parents ont immédiatement appelé Valentine, et elle a su tout de suite qu'elle se ferait disputer pour sa bêtise. La petite fille a dû expliquer à son frère qu'elle lui avait menti pour qu'il la laisse tranquille. Elle a inventé cette histoire pour qu'il ne vienne plus dans sa chambre, et elle avait l'audace de dire que ça avait marché. Ses parents l'ont punie, et n'a pas pu inviter d'amis pendant un mois, ni même aller chez elle. Elle a trouvé ça injuste à l'époque. Gabriel, lui, il a vraiment eu du mal à s'en remettre, et on comprend en vrai. Pour l'aider, ses parents ont fait refaire toute sa chambre.
chambre. Et peu à peu, les peurs du petit se sont calmées. Il en a longtemps voulu à sa sœur pour cette très mauvaise blague. Et aujourd'hui, malgré la différence d'âge, en vrai les deux frères et sœurs s'entendent plutôt bien. On augmente encore en intensité en arrivant avec ce troisième dessin. Observez-le bien, oui, c'est ce que tu crois. Il y a une sorte de cimetière avec quelqu'un qui serait enterré dedans. Dessus, on peut y voir les initiales de Léa, avec un petit garçon ou quelqu'un à côté qui sourit. Il y a un truc bizarre derrière ce dessin. La prochaine histoire concerne un petit garçon qui s'appelle Charles et qui avait 10 ans quand tout ça est arrivé. Ses parents ne se doutaient absolument pas de la gravité de la situation. Je vous avoue, même moi, à titre perso, alors que j'ai déjà raconté tellement d'histoires, celle-ci me met particulièrement mal. Je suis désolé. Charles, le petit garçon qui a dessiné ça, était un enfant assez dynamique et très casse-cou. Il a toujours été comme ça, et il n'était pas rare qu'il reste avec des bleus et des égratignures, comme tout enfant de son âge. Il avait besoin de se dépenser, et quand ses parents lui ont proposé de faire du sport, il a immédiatement choisi le judo. Il a dit à sa maman qu'il voulait pouvoir protéger les filles contre les méchants, et ça avait fait sourire ses parents à l'époque. Le petit garçon semblait vraiment très heureux et très épanoui chez lui. Il avait de bonnes notes et il était très apprécié à l'école. Il habitait dans un tout petit village, alors que tous les enfants se connaissaient et étaient dans la même classe. Mais en réalité, toute cette situation-là cache un vrai problème avec le petit Charles. Il était très aimé par ses camarades, mais lui, il disait qu'il y avait une fille qu'il n'aimait pas. Cette fille-là, tu l'as deviné, elle s'appelait Léa. Pourtant, c'était une petite fille très douce, qui était la fille d'un couple d'amis de parents de Charles. En gros, les parents de Léa étaient copains avec les parents de Charles. Personne ne comprenait pourquoi il l'appréciait pas. Surtout que cela avait l'air d'attrister la petite. Le fait que Charles ne l'aime pas. Ils ont cherché longtemps, et ils ont même discuté avec Charles pour savoir ce qu'il se passait. Mais le petit garçon ne voulait rien dire, et il restait complètement borné sur son idée de ne pas aimer Léa. Jusqu'au jour où cet incident s'est produit à l'école. Un jour, la maîtresse a appelé la mère de Charles pour lui demander de venir immédiatement. Quand elle est arrivée en courant, Charles était dans le bureau de la directrice avec Léa qui pleurait. La directrice a expliqué que Charles avait fait une prise de judo à Léa et l'avait mise à terre, que cela n'était pas un comportement normal et que Charles allait devoir être puni. En plus de ça, Charles refusait de s'excuser. C'en était trop pour la mère du petit garçon, qui l'a ramené chez lui et qui l'a aussi puni de jeux vidéo. Le petit garçon a haussé les épaules et lui a répondu: Tant pis, elle l'a mérité de toute façon, mais vous pouvez pas comprendre. Pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle l'aurait mérité? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je soulève des questions comme ça, tu en fais ce que tu veux, je les soulève. Elles sont là, dans mes mains. Cette phrase a tellement choqué la maman de Charles qu'elle n'a rien dit. Inquiète, elle en a quand même parlé à son mari, qui est allé parler avec Charles, mais il a eu aucune réponse. Les choses se sont aggravées pour Charles 2 jours plus tard, quand son papa a trouvé le fameux dessin dans son bureau. Ce dessin-là dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est bien les initiales de Léa qui sont gravées dessus. Clairement, il avait dessiné la tombe de Léa. C'était très grave, mais encore une fois, le petit garçon n'a donné aucune explication. Ses parents l'ont puni encore une fois. Ils lui ont demandé d'arrêter de s'en prendre à Léa, mais quelque chose trottait dans la tête de sa mère. C'était la phrase de son fils, comme quoi Léa avait mérité tout ça. Elle était certaine qu'il se passait quelque chose. Et quand elle en a parlé à son mari, elle a découvert que son mari lui aussi avait la même inquiétude qu'elle. Alors, les deux parents se sont mis à chercher, et ce qu'ils ont fini par trouver les a anéantis. Le samedi, la famille avait l'habitude d'aller à la piscine, et Charles était toujours très heureux d'y aller, mais pas cette fois. Il ne voulait pas, il a même supplié ses parents pour ne pas y aller, ce qui n'était vraiment pas dans ses habitudes. Ils ont quand même fini par raisonner le petit garçon, en lui promettant une glace en sortant, et ils y sont allés. Mais ils ont vite compris pourquoi Charles avait mis autant de résistance. La petite Léa, elle, était aussi à la piscine. Les parents se sont dit que c'était une bonne occasion pour que les deux se fassent la paix. Mais Charles refusait de rester avec elle. Pire, il l'évitait comme la peste, comme si Léa lui avait fait quelque chose. À un moment, le père de Charles est sorti de l'eau pour aller chercher le sac de la famille, quand il a vu une chose qu'il n'aurait jamais pensé voir. Sur le toboggan, son fils allait s'élancer, quand 2 bras l'ont violemment poussé. Le petit garçon est tombé en arrière et a dévalé le toboggan. Mais le pire, c'est que le père a très bien vu qui a poussé son fils. C'était Léa, et il l'a vu de ses propres yeux. Quand le petit est arrivé en bas, il pleurait, et sa cheville était bleue et gonflée. Les responsables ont dû appeler les pompiers et toute la famille est partie pour l'hôpital. Le père de Charles n'osait pas trop parler de ce qui venait d'arriver. Il avait peur d'avoir halluciné, alors il n'a rien dit au départ, même pas à sa femme. Mais alors que Charles se faisait examiner, la famille de Léa est arrivée. La petite était fermée et ne disait rien. La mère de Léa est allée les voir, et elle s'est excusée. Ce qui est donc la preuve que c'est bien Léa qui l'a poussé. Elle a vu sa fille pousser Charles. Mais elle a affirmé que c'était que pour s'amuser. Elle a pas contrôlé sa force. Le père de Charles était sceptique, et il ne la croyait pas. Alors il est allé parler à son fils. Et pour la première fois, Charles a parlé. Et son père n'était clairement pas prêt pour entendre ce qu'il a entendu. Je vous avoue que même moi là, je suis pas encore remis de ce que j'ai entendu. Vous vous rappelez au début de l'histoire, quand je vous ai dit que Charles était un mec un peu bagarreur, qui avait souvent des bleus parce qu'il aimait bien se battre. Est-ce que je vous avais dit que les bleus étaient en fait à cause de Léa? C'est elle qui le frappait sans arrêt. Elle le frappait pas juste avec ses mains, avec des cahiers, avec des classeurs. Elle le victimisait en fait, tous les jours, bordel. Charles était le bouc émissaire de Léa depuis la maternelle. Elle se moquait de lui, elle lui faisait des coups bas, et quand personne ne regardait, elle le frappait. Il subissait ça depuis la maternelle. Léa l'avait pris en grippe, seulement parce qu'un jour, il avait refusé de lui laisser la balançoire, et depuis, elle le harcelait tous les jours. En apprenant ça, le père s'est mis très en colère, mais il a décidé de rester calme.
et de parler avec les parents de Léa. Au départ, ils ne l'ont pas cru, mais quand il a commencé à leur avancer les preuves, comme le coup du judo ou le fait qu'il aime tout le monde sauf elle, ils ont commencé à poser des questions à leur fille. Au départ, elle a tout nié, mais quand elle a vu Charles en béquille, elle a tout avoué. Léa victimisait Charles depuis le début. Elle a donc dû s'excuser auprès de Charles et ses parents l'ont puni pendant un long moment. Les parents de Charles sont allés voir l'institutrice de leur fils pour expliquer la situation. Même si tout s'est fait très discrètement, toute cette histoire a fait le tour de l'école. Bien sûr, tu n'en doutes, mais aujourd'hui Charles va mieux et on est tous super contents pour lui. Depuis, Charles fait même de la prévention contre le harcèlement scolaire et ses parents sont très fiers de lui. Dessin numéro 4. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Pourquoi est-ce qu'on voit un avion qui semble écrasé avec des corps autour? C'est très bizarre, on est d'accord, c'est très chelou. Eh bien, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé derrière ce dessin. Cette histoire est vraiment bouleversante. À l'époque, la petite Caroline n'avait que 9 ans. Et tout le monde savait à quel point elle était sensible et aimante. Caroline et son papa vivent dans une petite ville où tout le monde se connaît. Alors depuis la maternelle, elle connaissait tous les enfants de son âge. Et elle grandissait avec eux, jusqu'au jour où un drame est arrivé. Les parents ont été convoqués à une réunion où ils ont appris que l'un des camarades de classe de la petite fille était décédé avec sa famille. Évidemment, ça a choqué tout le monde dans sa classe. Imaginez, t'es là, t'es en cours tranquille et d'un coup, t'as quelqu'un dans ta classe qui disparaît, qui est plus là. Pendant toute la soirée qui a suivi la réunion, le père de Caroline lui a parlé de la mort et de tout ce que ça impliquait. La petite fille avait tout bien compris et elle avait fait le deuil de son ami. En fait, il pensait que cette histoire avait marqué Caroline, mais il pensait pas que c'était à ce point-là. Et vous allez voir à quel point c'est profond. Pour faire plaisir à sa fille, Benoît, le père, a économisé pendant des mois pour lui offrir le voyage de ses rêves, aller en Italie. La petite fille avait toujours été fascinée par l'Italie et elle voulait absolument y aller et visiter Rome. Alors, il voulait lui faire ce cadeau pour son anniversaire. Cependant, quand elle lui a annoncé, la seule question qu'elle lui a posée était « On y va comment ? Comment ça, mon ref ? Pourquoi tu demandes ça ?» Quand son père lui a dit qu'il prendrait l'avion, elle a baissé la tête et a affirmé qu'elle ne voulait pas y aller. Son père était choqué. Sa fille voulait aller en Italie depuis des années. Et là, comme ça, elle ne voulait plus y aller. Il n'a pas fait le rapprochement tout de suite. Il était beaucoup trop choqué par cette réaction. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il a commencé à comprendre. En faisant le ménage, il s'est naturellement rendu dans la chambre de sa fille. Et là, posé sur son lit, il a retrouvé ce dessin. Ouais, c'est ce fameux dessin sur lequel on y voit un avion écrasé avec une famille morte. C'est bizarre, hein. Il a très vite vu ce qu'il y avait dessus. Malgré le griffonnage enfantin, il s'est tout de suite dit que sa fille avait développé une peur de l'avion et a compris pourquoi elle ne voulait pas aller en Italie. Alors il a décidé de lui en parler. Il lui a préparé son repas préféré et a attendu qu'elle rentre de l'école. Là, il lui a montré le dessin qu'il avait trouvé sur son lit. Contrairement à ce qu'il pensait, la petite fille a baissé les yeux, comme si elle avait honte. Il lui a expliqué que l'avion était le moyen de transport le plus sûr et qu'elle n'avait rien à craindre. D'ailleurs c'est vrai, hein, si vous comparez, en avion vous avez vraiment aucune chance de mourir. Comparé à la voiture ou les autres moyens de transport, c'est vrai, c'est un faux. Par contre c'est pas fou pour le climat, on est d'accord. Mais le père ne s'attendait pas à cette réponse. La petite Caroline a regardé son père et a secoué la tête avant de dire « Mais papa, tu comprends pas bien. Bien sûr qu'on peut mourir dans un avion. Il est mort comme ça ?» Il n'a pas compris tout de suite de qui elle parlait. Il lui a demandé. Et là, il a été choqué. En fait, est-ce que vous vous rappelez de ce camarade de classe au début de l'histoire? Les parents ont été convoqués à une réunion où ils ont appris que l'un des camarades de classe de la petite fille était décédé avec sa famille. Ce fameux camarade dont lui et toute sa famille étaient décédés dans un accident d'avion. Et il l'ignorait complètement. Benoît est allé voir le directeur de l'école et ils ont beaucoup discuté sur l'importance de dire aux parents ce qui s'est passé pour gérer les émotions de leurs enfants. Benoît a pris grand soin de sa petite fille et l'a emmenée faire son baptême de l'air dans un tout petit avion. La petite a été rassurée par ça et a accepté de partir en vacances avec son papa en avion. Elle pense énormément à son ami, qui était en fait très proche d'elle. Ouais, ce qu'il y a en réalité dessiné sur ce fameux dessin, c'est la famille de son ami décédé dans le crash de l'avion. C'est horrible comme histoire, hein. Messieurs, dames, voici le dessin numéro 5. Sur le dessin, on peut y voir quelqu'un dans l'eau, en train de pleurer. Est-ce que la personne se noie? C'est bizarre, on est bien d'accord, on a bien envie de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se noie dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Et la personne là est clairement pas en train de passer un bon moment, hein. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Marc et Zoé sont deux jeunes parents. Malheureusement, la vie a fait que Zoé est stérile. Donc le couple a décidé d'adopter le petit Nathan, qui avait 6 ans quand il est arrivé chez eux. Nathan, c'est un petit garçon adorable, qui demande beaucoup d'attention et qui est très câlin. Mais il a aussi une phobie très sérieuse, qui est celle de l'eau. Marc et Zoé ont toujours essayé de savoir pourquoi, mais dès qu'il en parlait au petit, il commençait à pleurer, ou pire, à faire une crise d'angoisse. C'était manifestement un traumatisme très profond et assez handicapant. Ses parents devaient l'accompagner pour ses douches, sinon il ne pouvait pas rentrer dans la baignoire. Il était hors de question de l'emmener à la piscine ou à la plage, ce qui embêtait pas mal le couple, qui aurait aimé partir en vacances au bord de la mer, mais avec le petit c'était assez compliqué. En fait, ce petit garçon là, il était phobique de l'eau, mais on sait pas pourquoi. Et c'est là tout l'intérêt de ce thread. Il savait que le petit avait eu une enfance compliquée, mais il n'avait jamais eu les détails. Je vous rappelle qu'ils ont adopté ce petit garçon à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 6 premières années? C'est alors qu'ils ont décidé, avec l'accord du petit Nathan, d'aller voir un psychologue pour qu'il puisse se libérer de ses traumatismes. Le petit garçon y allait toutes les semaines. Le psychologue était spécialisé dans les thérapies pour les enfants. Et ça se voyait que Nathan allait mieux quand il allait le voir. Mais il semblait toujours avoir très peur de l'eau.
Jusqu'au jour où, en sortant de la séance, il a demandé à ses parents de venir parler avec lui et le psychologue. Quand ils sont rentrés dans le bureau, ils ont tout de suite vu le dessin, posé devant le psychologue. Le dessin, c'était le dessin suivant. A priori, comme ça, si on ne le regardait pas trop, on pourrait voir quelqu'un se baigner, mais il est évident que la personne n'a pas l'air très joyeuse. C'est là que le petit a commencé à tout expliquer. En fait, quand il était enfant, dans son plus jeune âge, sa maman ne prenait pas très soin de lui, et son papa était plutôt assez méchant. Un jour, alors qu'ils étaient chez des amis, il a profité que tout le monde ait le dos tourné pour jeter Nathan dans l'eau, qui n'avait que 3 ans. Heureusement, le fils de leurs amis l'a vu faire, et a sauvé le petit garçon, mais son père n'a rien fait pour le sauver. Il était prêt à laisser le petit garçon se noyer dans la piscine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Nathan a vraiment eu de la chance. Quelle honte pour le père de faire ça à son propre enfant. Dans l'eau, Nathan ne pouvait pas crier, sinon il buvait la tasse. Heureusement qu'il était pris en charge à temps, mais ça a réussi à le traumatiser de l'eau. L'adolescent qui l'a sauvé a prévenu ses parents qui, eux, ont appelé la police. Une enquête a eu lieu, il a été prouvé que le petit Nathan a été maltraité par son père et délaissé par sa mère. C'est pour ça qu'il a été retiré de sa famille et a été placé en adoption. À présent qu'ils savaient ce qui était arrivé à leur garçon, Marc et Zoé ont tout fait pour qu'il puisse aller mieux et guérir de cette peur. Grâce au psychologue qui a fait un travail incroyable et à leur patience, le petit a été mis peu à peu en confiance. Il a commencé à prendre ses douches seul, même à vouloir prendre des bains du moment qu'il avait pied. Et la grande fierté de Zoé, la mère, c'est de dire qu'elle a pu l'emmener récemment à la piscine pour la première fois et qu'il est même allé dans le grand bassin avec ses brassards. Bon, ça a mis 3 ans pour s'améliorer, mais aujourd'hui Nathan est un petit garçon qui adore aller dans l'eau et il kiffe ça, c'est trop beau. Non. Bon, il est encore un peu angoissé par les fonds marins, hein, et je vais vous mentir, je suis thalassophobie, donc moi aussi. Mais au moins il peut aller sur la plage, se baigner tranquillement, il n'y a plus aucun problème. Déjà, quand vous voyez, est-ce que vous remarquez un truc un peu bizarre ? Dites-le moi, sincèrement. Moi perso, je vois plusieurs maisons, des gens qui jouent avec une balle de foot, j'imagine, un mec un peu isolé, une voiture, et quelqu'un au fond, derrière. Qui est cette personne ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il veut ? J'en ai également aucune idée. Et c'est tout ce qu'on va découvrir. Le mystère derrière cette personne en noir sur le dessin est vraiment très bizarre. Bref, l'histoire cachée derrière ce dessin concerne un petit garçon qui s'appelle Michael. Et Michael, il a maintenant 11 ans. Sauf qu'il n'avait que 9 ans quand cette histoire s'est produite. Michael est un garçon qui bouge beaucoup. Il aime beaucoup le sport et une de ses activités préférées, c'est de jouer au foot avec ses amis. Autant vous dire qu'il a eu du mal à supporter la crise sanitaire du Covid où tout le monde devait rester isolé chez eux. Et quand tout ça a été fini, il sortait autant qu'il le pouvait. Et c'est compréhensible. Le pauvre petit avait vraiment peur que tout ça recommence, et ses parents l'avaient bien compris. Comme ils habitaient à côté d'un petit stade, ils laissent souvent le petit sortir pour jouer avec ses copains. Et il pouvait les surveiller. En soi, il n'y avait vraiment aucun problème. Le petit garçon, et j'imagine que c'est peut-être le mec là devant, tu vois, il aimait bien jouer avec ses potes, devant chez lui, au foot, c'était cool, franchement c'était sympa. Je bégaye. Les enfants du quartier se connaissaient, tous, et ils allaient à la même école. Ils étaient tous à peu près copains. Et chose que Michael disait souvent à sa maman, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles. Ils jouaient vraiment tous ensemble, et il y avait rarement des problèmes. Les rares soucis qu'ils ont pu avoir, c'était des petites égratignures ou des petites disputes, mais vraiment rien de grave, tu vois, c'est genre Jean-Kevin m'a volé mon petit Lego, j'ai pas d'inspi pour la suite, mais t'as compris quoi. Mais ça, c'était jusqu'à ce que la mère de Michael trouve ce dessin. Ouais, parce que ce dessin, il est révélateur d'un truc très bizarre qui s'est produit. Et on va y venir. Un matin, alors que Michael est à l'école, sa mère, qu'on va appeler Elise, rangeait un peu la maison quand elle a trouvé ce dessin. Rien d'inquiétant au départ. Elle non plus s'en est pas fait. Et elle a continué tranquillement ce qu'elle avait à faire. Il est vrai qu'au premier abord, ce dessin n'avait pas l'air très dérangeant. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de terrible avec ce dessin. Et je pense que je ne suis pas le seul. Ce sont juste des enfants qui jouent au foot. Rien de très préoccupant. C'est pas le dessin en lui-même qui a dérangé la mère, mais elle a commencé à en trouver d'autres qui ressemblait énormément au premier. Et là, il a commencé à se demander pourquoi son fils dessinait toujours la même scène, jusqu'à ce qu'elle remarque un détail qui lui a fait froid dans le dos. Cette silhouette noire au-dessus des enfants. Qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, qui est-ce ? Et cette personne était sur tous les dessins qu'avait fait Michael. Non, cette silhouette n'était pas là que sur les dessins où Michael était avec ses amis. Cette silhouette était là tout le temps, sur tous les dessins. Parfois il y avait des dessins où Michael était seul, et il y avait quand même cette espèce de silhouette au loin qui l'observait. Cette silhouette était là aussi quand il jouait seul, quand il faisait du vélo, et pire, il l'a même mise en scène sur un dessin où il se rend à l'école. Évidemment, elle a prévenu son mari et a décidé d'avoir une petite discussion avec son enfant. Quand Michael est rentré de l'école ce soir-là, sa mère lui a posé quelques questions sur ce qu'il avait dessiné. Elle a dû rester très calme pour ne pas inquiéter son enfant. Le petit lui a expliqué tout ce qu'il a dessiné, avec de grands sourires. Il ne paraissait pas inquiet. Au bout d'un moment, Elise lui a demandé qui était la personne qu'il avait dessinée en noir. Et il n'a pas répondu tout de suite. Il avait l'air assez gêné. Puis il a fini par dire quelque chose qui a beaucoup inquiété sa mère. Et honnêtement, à sa place, je pense que ça m'aurait inquiété aussi. Je sais pas qui c'est, maman. Ce monsieur est toujours là quand je joue. Il me regarde faire, mais il est très loin. Et je suis avec mes copains, du coup je m'en fiche. Une fois il a voulu me parler, mais il a fait demi-tour parce que tu es arrivé. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle et c'est très bizarre.
Élise n'a rien dit, et n'a rien montré devant son fils, mais elle savait qu'il fallait faire quelque chose. Dès le lendemain, elle a commencé à interroger ses voisins sur l'homme qui regardait son fils. Elle a appris qu'il regardait aussi jouer les autres enfants du voisinage. Elle s'est mise à avoir des doutes. Elle s'est même demandé si cet homme n'était pas un détraqué, et qui en voulait à leurs enfants. Elle a hésité à appeler la police, mais a décidé de ne pas le faire. Elle a même empêché son mari de le faire. Elle a eu l'instinct que toute cette histoire n'était pas ce qu'elle croyait. Et est-ce qu'elle a eu raison? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'elle aurait dû appeler la police? Peut-être, vous allez voir. Un soir, elle a pris son courage à deux mains, car elle a vu l'homme. En effet, les enfants étaient en train de jouer dans le parc, et un mec, habillé en noir, se tenait au bout du parc. Elle est allée droit au but, et s'est montrée très sèche avec cet homme. C'était un monsieur d'une quarantaine d'années avec de grands yeux bleus, et des cheveux bruns en bataille. Elle n'a pas remarqué tout de suite qu'il avait des yeux tristes, et l'air très malheureux. C'est seulement quand il s'est mis à pleurer. Il a fallu un long moment pour qu'il se calme, et qu'il raconte son histoire. Cet homme, Thomas, vivait avec son épouse dans une autre région. Ils avaient eu un fils, Ethan, qui était un petit garçon plein de vie et qui adorait jouer. Malheureusement un soir, alors qu'il rentrait de l'école, Ethan a été enlevé par un couple, alors qu'il marchait tranquillement sur le bord de la route. C'est une de ses camarades qui a vu ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé tellement vite que le temps de prévenir tout le monde, la voiture était déjà partie. Malheureusement, le corps du petit Ethan a été retrouvé quelques semaines plus tard. Ça a détruit Thomas, et son couple a explosé. Il avait emménagé dans cette ville depuis peu. Il ne voulait pas de mal aux enfants, il les surveillait pour qu'il leur arrive rien de mal. En soi, il faisait ça pour éviter ce qui arrivait à son enfant. Élise a été très émue par cette histoire. Elle a invité Thomas à plusieurs reprises chez elle, ainsi que des voisins. Thomas était assez seul à cause de tout ça, mais en avoir parlé à Élise lui a permis de faire connaissance avec son voisinage et de se faire des amis. Ses voisins ont même commencé à lui confier leurs enfants. Et oui, c'est la fin de l'histoire qui se cache derrière ce dessin. C'est hyper beau ce qui vient de se passer. C'est une dinguerie. On va peut-être attaquer avec le deuxième dessin parce que là, ça se termine peut-être un peu moins bien. Voici, messieurs, dames, le deuxième dessin de cette vidéo. Il est bizarre, hein. Il donne pas envie, genre. On y voit un mec avec une sorte de cravate, des gros yeux. Qu'est-ce que c'est? Cette histoire a été racontée par Mona, la maman d'un petit Théo. Enfin, elle prévient que Théo n'est pas si petit, puisqu'aujourd'hui il a 15 ans, et que son histoire a eu lieu quand il en avait 13. Mais on va la raconter quand même, parce que je suis sûr que vous allez la trouver vraiment intéressante. Et je suis persuadé que t'as envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce dessin, derrière cette tête, c'est quoi ce truc là? Ça fait un peu peur et à la fois c'est un peu mignon, on veut les infos. Le petit Théo a toujours été un peu casse-cou, et ça depuis qu'il est petit. Il aimait monter aux arbres, courir partout et faire du skate dans les escaliers, bref, il aimait beaucoup tester ses limites. Et Théo avait un défaut, qui énervait beaucoup sa mère. Il sortait sans sa permission. Et même parfois le soir, alors qu'il savait que ça lui était interdit. Sa mère râlait beaucoup et le punissait, mais il continuait à le faire. Et c'était assez compliqué à gérer pour la pauvre maman, qui avait peur à chaque fois qu'il partait. Elle savait qu'ils étaient 3 ou 4 dans le quartier à sortir comme ça, et elle en avait parlé avec ses parents. Ils avaient cherché des moyens d'empêcher leurs enfants de sortir, mais sans résultat. Les enfants sortaient toujours en même temps. C'est presque impossible d'empêcher des enfants de sortir et d'aller courir dehors. C'est un peu normal quand on est enfant, hein, j'ai envie de te dire. Sauf que ce qui est arrivé à Théo, ça par contre c'est pas normal. Un soir, encore une fois, Théo est sorti. Et sa mère, Mona, s'en est rendu compte. Et elle en a eu un peu marre cette fois-ci. Et elle est sortie le chercher dans le quartier. Elle a croisé les parents d'un autre garçon qui étaient aussi énervés et qui ont cherché dans tout le quartier. Mais sans trouver les enfants. Ils sont même allés dans leur endroit préféré. Mais il n'était pas là. La colère s'est très vite transformée en peur et les parents ont décidé d'attendre minuit pour appeler la police. Ils avaient déjà appelé plusieurs fois dans le passé, quand les enfants sortaient en douce. Mais comme les petits revenaient à chaque fois, ils ne les prenaient plus vraiment sérieux. Et les parents étaient encore plus sur les nerfs, parce qu'ils s'inquiétaient pour leurs enfants, et personne ne faisait rien pour les aider. Horrible en vrai comme situation, on va pas se mentir. Heureusement, les parents n'ont pas eu besoin d'attendre minuit. Les enfants sont rentrés aux environs de 23h, et la mère, Mona, était soulagée. Mais aussi assez en colère contre son fils désobéissant. Alors elle l'a immédiatement envoyé au lit avec une punition. C'est qu'une fois au calme, qu'elle s'est rendue compte que pour une fois, il n'avait pas répondu. Le petit garçon Théo est allé au lit. Il n'a pas riposté, il n'a pas dit « Non, j'aurais pas dû faire ça ». Il est juste allé au lit, comme s'il lui était arrivé un truc un peu bizarre. En général, il faisait souvent une crise quand sa mère le punissait. Mais là, il a juste baissé la tête et est allé se coucher. Sa mère a fini par se dire qu'il avait enfin compris, et il ne s'est pas posé plus de questions ce soir-là. C'est à partir du lendemain qu'elle a commencé à s'inquiéter. Son fils est devenu sage, trop sage. Brusquement, il ne mangeait presque plus. Ne sortait plus jouer dehors. Il était vraiment très calme et passait le plus clair de son temps devant la télévision ou devant sa chambre quand il ne faisait pas ses devoirs. Sa mère a remarqué ce changement et clairement pour elle, tout ça n'était pas normal. Elle a essayé de parler avec son enfant, mais Théo se refermait immédiatement sur lui-même quand elle lui en parlait. Elle a commencé vraiment à s'inquiéter et a même envisagé d'aller voir une psychologue pour son fils. Un jour, alors qu'il revenait de l'école, elle a croisé les parents d'un des amis de Théo. Donc un de ceux avec qui Théo sortait en douce. Et devinez quoi? L'autre garçon, avec qui Théo sortait aussi en douce, avait aussi changé. Comme s'il s'était passé un truc ce soir-là. Vous vous souvenez, le soir où ils se sont inquiétés, et où ils ont fini par rentrer vers 23h30. Sa mère s'est peut-être dit qu'il s'était peut-être passé quelque chose ce soir-là, qui les avait traumatisés. Et comme son garçon ne répondait pas du tout à ses questions, elle a décidé de mener l'enquête. Comme elle le dit, en général, elle ne fouille pas dans la chambre de Théo. C'est son intimité, et elle la respecte. Mais là, elle avait vraiment peur que son enfant tombe en dépression, et elle devait trouver des réponses très rapidement. Et des réponses
Et l'un a eu. Évidemment, je raconterai jamais une histoire si on n'a pas toutes les réponses aux questions, sinon c'est pas drôle. Je sais que c'est votre petit plaisir quand vous regardez mes histoires d'avoir à chaque fois les réponses aux éléments de questions que je soulève. 2 jours plus tard, elle a profité de ranger la chambre de son fils pour regarder sa pochette de dessin. Il faut savoir que Théo adore dessiner depuis qu'il est tout petit, et qu'il dessine assez bien. Et sa mère est tombée sur ce dessin. Alors que tous les autres dessins étaient assez détaillés et avaient de la couleur, celui-là était en noir et blanc. Il était simple, mais un peu effrayant. Qui pouvait bien être la personne représentée sur ce dessin? Sa mère a tout de suite eu l'intuition que c'était peut-être lié à cette fameuse soirée, où les enfants sont revenus mal, et elle a décidé de confronter son garçon. Elle a attendu qu'il sorte de l'école ce soir-là, et lui a montré le dessin. Au départ, Théo n'a rien dit, mais sa mère a insisté. Et Théo a fini par pleurer. Voici ce que Théo racontait à sa mère. Accroche-toi parce que c'est le moment que t'attendais. Ce soir-là, Théo est parti avec ses copains pour explorer le collège. Ils avaient découvert une porte qui n'était jamais fermée à clé, et ils pouvaient rentrer tranquillement. Ils voulaient tous vérifier si la légende était vraie. Apparemment, le fantôme d'un professeur se serait suicidé et se promènerait dans l'école. Il faut dire que ça a fait sourire sa mère. Mais la suite, beaucoup moins. Non, la suite était vraiment moins drôle. Ils sont restés un moment au rez-de-chaussée. Puis ils sont montés au premier étage. Bien sûr, personne n'avait pris de lampe de poche, il faisait nuit. Heureusement pour eux, c'était la pleine lune, donc ils voyaient assez clair. Jusqu'à un moment, ils ont tourné dans un couloir et ils se sont figés sur place. Ils ont vu la silhouette d'un homme chauve, avec des yeux énormes et de grandes dents. Le spectre les a regardés et leur a dit: encore des enfants qui désobéissent à leurs parents, vous méritez que je vous massacre. Et la silhouette a commencé à leur courir après. Les enfants se sont immédiatement enfuis tellement ils ont eu peur. Et depuis, ils se montrent tous très sages. Sa mère a été soulagée qu'il ne s'agisse que de ça. Et elle avait cru que c'était bien plus grave. Sauf que tu t'en doutes, j'ai les explications à tout ça. Hein. On sait qui c'est, on sait qu'est-ce qui s'est passé exactement, et voici les explications que t'attendais. Sa mère voulait des explications. Donc, elle a été voir le principal du collège dès le lendemain. Quand le principal l'a reçu, il a tout de suite compris de quoi il s'agissait, et agit très mystérieusement avec la mère de Théo. Il a convoqué le concierge du collège, et quand Mona l'a vu, elle a commencé à comprendre ce qui s'était passé. L'homme était assez grand, et assez costaud, mais surtout il était chauve, et avait de grands yeux. Le concierge a rigolé un bon coup quand Mona lui a expliqué son problème. Il avouait que oui, cette silhouette chauve, c'était bien lui, et qu'il avait fait peur aux gosses pour ne pas qu'il revienne. Apparemment, il n'avait pas conscience qu'il aurait pu les traumatiser, et encore moins qu'il aurait pris pour un fantôme avec de grandes dents. Après ce temps, Théo s'est bien remis, mais a arrêté les fuites nocturnes. Sa mère ne lui a pas parlé tout de suite de ce qui s'était vraiment passé, mais a attendu qu'il rentre au lycée. Heureusement, ça a fini par beaucoup faire rire Théo. Mais j'ose pas imaginer ce qui se serait vraiment passé, si cette silhouette-là n'avait peut-être pas vraiment été le concierge. Et s'il y avait peut-être un truc vraiment bizarre derrière cette école, et si le concierge cachait quelque chose, on ne le saura malheureusement jamais. Perso, je préfère croire que ça, c'est juste le concierge, qu'ils ont juste eu peur du concierge et que tout va bien, qu'il finit bien. Le troisième dessin, c'est celui-là. Et je vais pas vous mentir, quand je le vois, j'ai un peu peur. Déjà parce que je capte pas trop c'est quoi la silhouette à gauche, et pourquoi est-ce qu'elle est soutien droit comme ça, avec des longs cheveux. C'est bizarre. Il y a quelque chose de très bizarre. On voit des larmes sur la personne qui dort. C'est comme si quelqu'un s'introduisait chez cette jeune fille, peut-être, le soir. C'est chelou. C'est vraiment chelou et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce dessin, hein. Ce troisième thread, c'est celui de Johanna, une petite fille qui avait 8 ans à l'époque des faits, et qui est maintenant une adolescente de 16 ans. Mais c'est son père, Vincent, qui nous a raconté son histoire. Johanna était une enfant très joyeuse, même si elle a toujours rêvé d'avoir des frères et sœurs. Elle était enfant unique. Ses parents auraient aussi aimé avoir plusieurs enfants, mais ils avaient déjà eu du mal à avoir Johanna, et sa mère, Clarisse, n'était jamais retombée enceinte. Johanna était quand même heureuse, et ses parents la choyaient comme une petite princesse. C'était vraiment une enfance incroyable. Mais un jour, la vie de la petite famille a été pas mal chamboulée. En effet, le grand-père de Johanna est décédé du jour au lendemain. Et ça a été un choc pour toute la famille. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, la grand-mère de Johanna, Olga, n'arrivait plus à gérer son quotidien seule. Elle venait de perdre l'amour de sa vie et était très déboussolée par ce qu'elle vivait. Alors pour l'aider, les parents de Johanna l'ont hébergée. Ils avaient une maison avec 3 chambres et pouvaient se permettre de prendre Olga chez eux. Donc je récapitule la situation, il y a la grand-mère qui s'appelle Olga, qui décide de venir chez eux parce qu'en fait le grand-père est décédé, et donc la grand-mère a pas envie de rester seule, ce qui est compréhensible, donc la famille accueille la grand-mère chez eux. Est-ce que c'est la grand-mère sur ce dessin? Peut-être, peut-être pas. On va le comprendre, et vous allez voir que c'est vraiment plus flippant que ce que tu crois. Au départ, tout s'est très bien passé. Olga, la grand-mère, n'était pas très active, mais chaque jour, elle souriait un peu plus. Elle racontait des histoires à Johanna, et regardait même quelques dessins animés avec elle. Tout se passait vraiment bien. Comme elle touchait une petite retraite, elle aidait beaucoup pour les courses et l'entretien de la maison. C'était une femme très gentille, et vraiment très sensible à tout ce qui se passait autour d'elle. Bon, elle pleurait quand même souvent à la mort de son mari, mais qui ne le ferait pas, hein? Mais un jour, c'est le comportement de la petite fille, Johanna, qui a changé. Alors qu'elle était propre, elle a commencé à faire pipi au lit, mais elle refusait toujours de dire pourquoi elle allait si mal. Ses parents ont cru qu'elle faisait des cauchemars et que tout ça était lié au décès du grand-père, mais ils étaient assez loin du compte. Enfin, dans un sens. Vincent, le père, a donc décidé de prendre les choses en main et a décidé d'emmener sa fille voir un psychologue pour qu'elle puisse aller mieux. Au départ, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. La petite fille ne voulait pas parler à une personne qu'elle ne connaissait pas. Mais au bout d'un moment, elle a accepté de dessiner. Après cette séance-là,
la psychologue a demandé à Vincent de lui parler en privé. Il lui a montré le dessin de la petite. Le père a été choqué par ce qu'il a vu. Voici apparemment la raison pour laquelle Johanna fait pipi au lit le soir et commence à crier au milieu de la nuit. Manifestement, la fille voyait quelqu'un aux pieds nus devant son lit pendant la nuit, ce qui pouvait expliquer ses cris. Comme le père ne savait pas comment s'y prendre, il a demandé à la psychologue de l'aider. Et ça a marché bien mieux que prévu. La psychologue a rappelé Johanna et lui a demandé de parler au dessin. Elle n'a pas écouté. Elle faisait semblant de jouer avec sa poupée. Mais quand c'est son père qui lui a demandé, elle s'est immédiatement arrêtée de jouer. Elle a regardé ses pieds pendant très longtemps, avant de révéler ce qui n'allait pas. Voici ce qu'elle lui a dit. C'est mamie. Elle vient me voir dans la chambre toutes les nuits. Mais elle ne s'habille pas, et elle me fait très peur. Ça lui a fait froid dans le dos. En rentrant, Vincent a immédiatement confronté sa mère, mais elle ne se souvenait de rien. Pour elle, elle dormait dans son lit. Les parents de Johanna ont décidé de faire des examens à Olga. Et en effet, elle commençait à avoir quelques problèmes de déficience mentale. À sa demande, elle a été placée dans un établissement où sa famille peut lui rendre visite tous les jours et où elle ne fera plus peur à sa petite fille. Au début, Johanna refusait d'aller la voir, mais heureusement, c'est passé vite. Tu l'as donc compris, mais la personne sur ce dessin, c'est donc bien la grand-mère, et elle n'est pas habillée. Elle venait la voir de cette manière-là, le soir, toutes les nuits. En fait, la vraie raison, c'est qu'elle avait un problème mental, et en vrai, elle ne voulait pas vraiment du mal à la petite fille. Et elle s'en souvenait pas, et c'était peut-être juste du somnambulisme ou un truc comme ça. Cette histoire est aujourd'hui derrière elle, mais à cette époque, elle a eu vraiment peur. 4e dessin. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? En vrai, quand on le regarde comme ça, il est plutôt mignon. Il est plutôt marrant, n'est-ce pas? Mais quand on regarde en détail, c'est un peu bizarre. On voit une sorte de chapeau dessus, et surtout les doigts semblent être des sortes de pics. C'est vraiment très chelou, on est d'accord. La 4e histoire se cache derrière ce dessin, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Edouard. Enfin aujourd'hui, il n'est plus si petit que ça, puisque aujourd'hui, Edouard a plus de 30 ans. Cette histoire s'est passée quand il avait 7 ans, en plein dans les années 1990. Là on fait un bond dans le temps en arrière, mais c'est trop cool. Donc ce dessin-là date d'il y a longtemps, et c'est pas pour autant qu'il n'est pas si moins intéressant. C'est vrai dire ce que je dis, mais t'as compris. Edouard avait une grande famille, et ils vivaient tous dans une grande maison avec ses parents et ses 2 grandes sœurs. Il était un peu à part, parce que ses sœurs étaient bien plus âgées que lui, et elles étaient plus comme des petites mamans que des sœurs, avec qui il pouvait jouer aux voitures ou à cache-cache. Mais bon, au moins il était toujours très protégé, car ses sœurs étaient vraiment protectrices avec lui, quitte à s'accuser des bêtises qu'il pouvait faire. Edouard était assez casse-cou, et il cassait pas mal de choses. On l'entendait pas mal dans la maison, et il faisait pas mal de bruit. Puis, quand il avait 6 ans, leur oncle est venu habiter chez eux, jusqu'au jour où il s'est brusquement calmé. Il a commencé à avoir des comportements très bizarres. Il ne sortait pas seul dehors, encore moins quand il pleuvait. Il regardait beaucoup moins la télévision, mis à part pour son dessin animé préféré, et se levait très fatigué le matin. C'est comme s'il n'arrivait plus à dormir la nuit. Quelque chose de bizarre se passait au sujet de Edouard. Et quand on lui demandait qu'est-ce qui se passait, il ne répondait pas. Évidemment, ça a commencé à inquiéter les parents, qui ont commencé à se demander si leur enfant n'était pas malade. Mais heureusement, ils ont eu assez rapidement la réponse. Et pas de la personne qu'ils pensaient. Car non, ce n'est pas le petit qui en a parlé aux parents. Loin de là. Un matin, l'oncle du petit est descendu voir le père d'Edouard, et il avait l'air assez gêné. Le matin même, Edouard avait glissé un dessin sous la porte de sa chambre. Voici le dessin du petit, qu'il avait glissé sous la porte de son oncle. Le père a commencé à se poser des questions, mais l'oncle savait très bien ce qui était représenté sur ce dessin, et pourquoi Edouard l'avait dessiné. L'oncle était fan de films de policiers et d'horreur, et c'était un très grand fan de Stephen King. Alors, quand le film Ça est passé à la télévision, il l'a bien entendu regarder. Et ce truc-là, ça l'a fait penser à un clown, une sorte de clown un peu flippant. Malheureusement, il y a des chances que le petit Edouard ait aussi vu le film qui passait à la télévision. Bien entendu, les parents ont engueulé l'oncle, qui a été très irresponsable sur le coup. Mais heureusement, ils ont pu en parler à Edouard, et ils lui ont expliqué que c'était qu'un film, et que ce genre de monstre n'existait pas. Sauf que Edouard a répondu « Non, je l'ai vu dans la vraie vie ». On est d'accord, c'est vraiment bizarre, mais en vrai, il y a un monde où il a juste vu le film ça lui a fait très peur, et il a halluciné des clowns un peu partout. Je vous avoue que moi, quand j'étais petit, que j'ai vu des films d'horreur, ça m'est déjà arrivé. Donc en vrai, sachant qu'il ne s'est rien passé par la suite, l'enfant n'a pas été kidnappé, c'est la fin de cette 4e histoire, et en vrai de vrai, j'espère que ça s'arrête là. Aujourd'hui, il a 30 ans, et il n'a plus jamais vu de clown. Bizarre comme ça. Par contre, ça a débloqué une phobie chez lui, clairement. La 5e histoire est sans doute la pire. Parmi tous les dessins que j'ai vus, là on est déjà au 3e épisode sur ces dessins-là. C'est la pire de toutes celles qu'on a faites, donc là, installe-toi. J'aime bien mettre le pire pour la fin, comme ça vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait trop plaisir. Mais là vraiment, je pense que c'est le pire truc qu'on a jamais vu. Installe-toi, et c'est parti pour la dernière histoire. Ça m'a trop manqué de faire des dessins d'horreur, par contre, on est d'accord. C'est l'histoire du petit Eddie. Et sur son dessin là, on voit des trucs un peu bizarres. On a des sortes de pupitres, donc peut-être qu'ils sont à l'école. Sauf que là, on voit quelqu'un avec un briquet, peut-être, une flamme, un couteau, je sais pas ce que c'est. Il y a des gens au sol, est-ce que c'est des cadavres, est-ce que c'est des humains, mais... C'est bizarre, hein, c'est vraiment très bizarre. Le petit Eddie avait 10 ans lorsqu'il a dessiné ça.
Eddie était un enfant très agréable et sans histoire. Il n'avait rien de particulier. C'était un enfant assez heureux. Malheureusement, ses parents, eux, ne s'entendaient plus et ils ont divorcé. C'est sa mère qui a eu la garde et ils ont déménagé dans une autre ville. Ce qui veut dire nouvelle maison, nouvelle école, nouveaux copains, etc. Eddie était assez enthousiaste en vrai, hein. Comme il était assez solitaire, il n'avait pas vraiment d'amis là où ils étaient. Alors c'était une occasion pour lui de tout reprendre à zéro. Marine, sa mère, avait vraiment hâte de le changer d'endroit et de voir son enfant s'épanouir dans sa nouvelle école. Mais elle a rapidement vu que ça allait pas se passer comme prévu. Ce déménagement a vraiment eu l'effet inverse. Les premiers jours, c'est vrai, Eddie avait l'air d'aller mieux et de vouloir se faire des amis, mais très vite il a commencé à se refermer sur lui-même. Il a très vite dit à sa mère qu'il ne voulait plus aller à l'école et qu'il préférait rester chez lui. Sa mère ne s'est pas inquiétée plus que ça au début. Mais Eddie a commencé à rentrer avec des bleus et des égratignures. Et quand Marine lui a demandé d'où ça venait, il disait toujours qu'il était tombé ou ce genre de choses. C'est bizarre, hein, Eddie se met à tomber par terre assez souvent pour avoir des bleus assez souvent aux mêmes endroits, c'est très chelou. Sa mère, Marine, a commencé à se poser des questions sérieuses. Mais Eddie ne répondait jamais, et il allait s'enfermer dans sa chambre. Il a arrêté de le dire à sa mère qu'il ne voulait plus aller à l'école, mais elle voyait bien qu'il n'allait pas bien. Il mangeait beaucoup moins, refusait de prendre le goûter à l'école, et même de rester à l'étude le soir, quitte à se retrouver tout seul chez lui. Sa mère, Marine, a décidé de prendre rendez-vous avec sa maîtresse. Mais elle n'a pas eu le temps. C'est la maîtresse de Eddie qui l'a convoqué le soir même. Et voici ce qu'on a appris. Eddie était silencieux, et quand la maîtresse lui a montré la raison de sa convocation, sa mère a été choquée. Pendant l'activité dessin, le petit garçon a dessiné ça. Clairement, c'est une scène de massacre, dans une salle de classe. On y voit des cadavres, des élèves au sol, et le petit Eddie, qui serait là avec un couteau dans ses mains. Elles ont posé beaucoup de questions au petit garçon, qui ne voulait pas répondre au début. Il était muré dans son silence. Puis il a fini par dire « Tout ça, c'est ce que je comptais faire, s'il continue à me faire du mal. » Cette phrase a effrayé tout le monde. Et le petit expliquait ce qui se passait tous les jours. Il était harcelé par certains de ses camarades, qui n'appréciaient pas l'arrivée d'un nouveau dans leur école. Il le bousculait et lui faisait vivre un enfer. Quand les professeurs ne regardaient pas, il le tapait sous le préau, et le piquait avec des compas. Il le frappait avec leurs livres, et même pendant la classe, il n'était pas tranquille. Évidemment, les gens de sa classe ont immédiatement été convoqués avec les parents et ont été sévèrement punis. Un d'entre eux, le leader, a même été renvoyé de l'école. Eddie, lui, a commencé à suivre une thérapie car ce genre de dessin peut quand même être très dangereux. Ils ont découvert qu'il avait beaucoup de colère suite au divorce de ses parents. Sa mère l'a changé d'école et au bout d'un moment, il a retrouvé sa joie de vivre. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et il est toujours suivi par un psychologue. Ce dessin a marqué sa mère et elle ne veut pas qu'une catastrophe arrive à cause d'un comportement étrange. Voici le dessin. J'imagine que quand tu le regardes, tu vois rien de spécial. Étrangement, on voit rien de chelou sur l'image, sauf éventuellement le texte en bas qui dit « Ces gens vivent dans ma maison ». Ok, pourquoi pas. On a donc peut-être le papa, la maman et d'autres gens, mais on sait pas trop ce qu'ils représentent. Eh bien voici l'histoire réelle cachée derrière ce dessin. Le témoignage nous vient d'une certaine fille qui s'appelle Sophie, et voici ce qu'elle raconte dans son thread. Je m'appelle Sophie, et voici l'histoire de ce dessin. J'avais 15 ans quand ma sœur l'a dessiné, mais je me souviens que cette histoire m'a longtemps traumatisé. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, j'ai peur. C'est quelque chose que j'espère ne jamais revivre. Ma sœur n'a jamais connu notre père, moi si. Et sincèrement, je suis heureuse qu'elle ne le connaisse pas. Notre père était un homme assez bourru, souvent absent, et il travaillait beaucoup. Mais surtout, leur père était vraiment violent quand elles étaient petites. Bon, je l'ai jamais vu taper ma mère, mais les mots sont plus violents qu'une simple gifle. Malheureusement, j'ai compris ça bien plus tard, mais ce n'est pas le sujet. Maman était une femme de ménage, et après le divorce de mes parents, nous avons vécu dans un petit appartement, où maman dormait avec ma sœur, et je dormais sur le canapé, clic-clac du salon. Je n'avais que 9 ans, et ma sœur 2 ans. La situation était assez dure, mais nous étions quand même heureuses. On ne s'est jamais plaint. Je vous raconte tout ça parce que c'est important pour la suite. Donc retenez bien ces informations-là. Elles étaient 3 à la maison, la daronne, la petite sœur et la fille. Et on va dire qu'ils étaient pas très riches. Tu vois, ils habitaient dans une petite maison. C'était un peu cosy, mais tu vois, c'était pas la bourgeoisie. Tu vois ce que je veux dire. Ma sœur, Marie-Lise, a grandi dans une ambiance heureuse et bon enfant. Comme j'ai 7 ans de plus qu'elle, je prenais soin d'elle, et cela aidait beaucoup notre mère. Contrairement à moi, ma petite sœur était plus sociable, plus ouverte aux gens. Elle riait et jouait tout le temps. Elle ne manquait de rien. Maman et moi, nous mangions pas de viande pour qu'elle puisse en avoir. Je me faisais pas plaisir pour qu'elle puisse avoir un petit jouet. Et j'étais juste heureuse de la voir sourire. Quand j'ai eu 14 ans, maman nous a présenté Danny, son nouveau compagnon. C'est un homme gentil et très doux, qui nous a très vite acceptés, comme ses propres enfants. J'ai appris bien plus tard qu'il ne pouvait pas en avoir, et qu'il a été le plus heureux des hommes lorsqu'il nous a adoptés. Maman et lui sont sortis ensemble pendant 8 mois, avant que nous emménagions ensemble dans une grande maison, avec un étage. Cette maison était vraiment immense. J'avais le droit à ma chambre et ma propre salle de bain. C'était un truc de malade. Mais c'est aussi là que les choses ont commencé à changer. Marie-Lise a commencé à devenir plus sombre. Elle parlait assez peu. Elle était toujours dans ses pensées. Parfois, je l'entendais parler toute seule dans sa chambre, et quand je lui demandais à qui elle parlait, elle mettait son doigt sur sa bouche, avant de me chuchoter. Chut, je parle à personne, c'est pas tes affaires. On va établir une règle là maintenant, là, entre vous et moi, là, les personnes qui regardent cette vidéo. Quand un enfant chuchote un truc, c'est jamais bon signe, d'accord?
Vraiment, genre dans tous les films que j'ai vus, dans toutes les histoires, les enquêtes que j'ai faites, ça fait vraiment 3 ans que je fais des threads d'horreur sur YouTube, donc t'inquiète. À chaque fois qu'un enfant chuchote un truc genre chut, attention, il est là, c'est jamais bon signe. Vraiment, c'est toujours mauvais. C'était bizarre. Jamais elle ne m'avait parlé comme ça avant. Je me suis demandé si elle ne se sentait pas bien à cause de l'école, vu qu'elle avait changé d'établissement. Mais elle haussait toujours les épaules sans répondre. Je me suis dit que c'était qu'une passade, que le changement la perturbait, et qu'elle se sentait mal à cause de tout ce qui se passait. Il faut dire qu'entre la mise en couple de maman, le déménagement et le changement d'école, il y avait de quoi la perturber. Donc je me suis pas inquiété. Mais un événement aurait dû lui faire comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Un soir, elle était toute seule dans sa chambre. Je suis allé la voir et je lui ai demandé pourquoi elle restait toute seule. Sa réponse m'a glacé le sang. Elle a répondu « Chut, non, je suis jamais seule. » Comment ça, mon ref? Si, là, tu es toute seule, y a personne avec toi, donc tu peux pas dire que tu n'es pas seule. Enfin, y a un problème, y a un truc qui va pas, là, J'aurais dû comprendre qu'il se passait quelque chose de plus grave, mais j'ai gardé ça pour moi. Je m'en suis beaucoup voulu, après ça. Heureusement, on a pu résoudre le problème. Quelques jours après qu'elle m'ait dit cette phrase, ma mère a été convoquée par la maîtresse de Marie-Lise, ma petite sœur. Quand elle est rentrée, ma mère était choquée. Elle m'a demandé de venir la voir dans sa chambre, et elle a fondu en larmes. Elle m'a expliqué que Marie-Lise, ma petite sœur, avait fait un dessin particulier à l'école. Rien de dérangeant, mais regardez, voici le dessin qu'elle a fait. Dessin évidemment que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est ce qu'elle a dit, la petite sœur, à la prof. La petite sœur a dit à la maîtresse d'école que tout ça était vrai. Qu'il y avait beaucoup de fantômes dans notre maison. Mais quand son professeur lui a demandé des détails, elle a dit qu'elle ne pouvait pas en dire plus, sinon ils allaient lui faire du mal. Maman n'étant pas capable de parler à ma sœur, alors c'est moi qui suis allé la voir. Au début, elle ne voulait rien me dire, jusqu'à ce qu'elle m'emmène dans le jardin. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit « Ici, c'est le seul endroit où ils viennent pas me voir. Ils me disent qu'ils feront du mal à tout le monde si je parle d'eux. Et celui qui est dans ta chambre est vraiment méchant. » J'ai essayé de la rassurer à l'époque, mais je ne croyais pas du tout aux fantômes et aux esprits. Alors, j'ai vraiment essayé de la faire réfléchir. Mais, quand je suis rentré dans ma chambre ce soir-là, la lumière s'est soudainement coupée d'un coup. Puis, j'ai eu une sensation de froid, comme si quelqu'un était derrière moi. Après ce que m'avait dit ma sœur, je n'ai pas réfléchi plus longtemps. J'en ai parlé à ma mère, et nous sommes immédiatement partis de cette maison. Nous avons vécu 3 mois chez ma grand-mère avant de déménager dans une nouvelle maison, dans un autre quartier. Depuis, ma sœur est redevenue celle qu'elle était, mais je sais que ça lui a fait très peur. N'en parlons jamais. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, et cette histoire me traumatise encore. Je ne sais pas ce qui se passait dans cette maison, et franchement, je ne veux pas savoir. Ouais, j'imagine que maintenant, quand tu vois ce dessin, c'est un peu moins fun, n'est-ce pas? On peut imaginer que peut-être ça, c'est une sorte d'esprit, ça aussi, qu'est-ce que c'est que ça, un esprit qui n'a pas de jambes? Très bizarre, très bizarre. Heureusement, tout s'est bien terminé pour cette première histoire. Passons maintenant au second dessin. Bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, l'explication qui va avec ce dessin est encore plus bizarre, messieurs dames. Salut, moi c'est Thomas, et je vais vous raconter ce qui s'est passé avec ma petite sœur, l'été dernier. J'ai 17 ans, et je suis le premier de la famille. J'ai 5 autres frères et sœurs, Baptiste, Vera, Kylian et Zoé. Zoé et moi avions 11 ans d'écart, et je suis un peu comme le deuxième papa de la maison. Alors quand elle pleure et que papa n'est pas là, c'est vers moi qu'elle va. L'été passé, nous étions en vacances dans la maison d'été de la famille, au bord de la mer. Il faut savoir que c'est une maison sans étage, et qu'elle n'est pas cloisonnée. Tout le monde peut entrer dans le jardin sans problème, mais comme le coin est plutôt tranquille, nous n'étions pas vraiment inquiets. Ma sœur se rendait tous les jours au centre pour enfants, pour qu'elle puisse jouer avec d'autres enfants. Tout allait bien, jusqu'à ce que des crises commencent mi-juillet. Toutes les nuits, ma sœur s'est mise à hurler dans sa chambre. Mes parents ont tenté de la réconforter. Apparemment, elle leur donnait des raisons débiles. Et quand ils la reprenaient, elle faisait la tête et pleurait encore plus. Alors je lui ai dit de venir dans ma chambre quand elle aurait peur. Depuis, elle venait dans ma chambre chaque soir, sans m'expliquer pourquoi. Elle pleurait juste et tremblait de peur. Et moi, je voulais pas lui poser la question, pour ne pas la bouleverser encore plus. Cette situation-là a duré plus de 3 semaines. 3 semaines où chaque soir, sa petite sœur rentrait dans sa chambre en pleurant et en tremblant. Tout ça, c'était jusqu'à ce qu'elle rentre dans la maison avec un dessin à la main. Elle est directement venue me le donner, et j'ai frissonné en le voyant. Voici le dessin. Qui est cette personne? Bordel. Elle avait peint une silhouette toute noire, vraiment effrayante, avec d'énormes yeux. Je lui ai demandé qui c'était, et sa réponse m'a choqué. C'est la dame qui me regardait par la fenêtre quand j'essaie de dormir. Elle me fait peur, alors je pleure. Et ça la fait rire. Je vous avoue qu'au début, je pensais que c'était qu'une petite peur d'enfant. Genre comme le monstre sous le lit ou dans le placard. Alors je l'ai rassurée. J'étais certain que ça allait arranger ses terrains nocturnes. Mais pas du tout. Cette nuit-là, elle est revenue pleurer dans ma chambre, en me disant que la dame était encore là. Évidemment, quand je suis allé voir, il n'y avait plus rien. Mais il explique qu'il a commencé à avoir des doutes à ce moment-là. C'était un petit peu louche quand même. D'ailleurs vous là dans les commentaires, dites-moi si vous trouvez ça louche, a priori, ou si vous pensez qu'elle est juste en train d'imaginer. Le lendemain, j'ai secrètement mis une caméra dans sa chambre. On pouvait aussi voir sa fenêtre. J'ai dit à ma sœur qu'elle était en sécurité et qu'elle n'avait rien à craindre.
qu'il fallait juste qu'elle me laisse faire sans sortir de sa chambre. Et ma petite sœur a été très courageuse ce soir-là. Vers 23h30, j'ai commencé à entendre bouger dans sa chambre, et j'ai jeté un coup d'œil sur mon ordinateur, où était reliée la caméra. Ma sœur s'était mise sous les couvertures, et elle pleurait. Ce n'est qu'après que j'ai entendu un petit rire, comme si quelqu'un était actuellement devant la chambre de ma petite sœur, en train de rigoler, très perturbant. Et c'est là qu'elle est apparue à la fenêtre, une femme très mince, avec de longs cheveux noirs et un immense sourire horrible sur le visage. Elle était à la fenêtre de la chambre de ma petite sœur. J'ai vite prévenu mes parents et nous avons appelé la police. Ma sœur n'a pas bougé de sa chambre pendant tout ce temps-là, pour pas que la femme sache que nous avions appelé la police. La police est arrivée à peine 10 minutes plus tard et a arrêté la femme, qui était toujours dans notre jardin. Et j'imagine que tu vas voir le fin mot de l'histoire. Qui était cette dame? Qu'est-ce qu'elle voulait? Voici l'explication. En réalité, c'était une dame qui avait perdu la tête. Elle vivait chez sa fille, une voisine, qui ne prenait pas du tout soin d'elle. Alors, elle sortait toutes les nuits et regardait ma sœur dans sa chambre. Elle a été confiée à un hôpital psychiatrique où elle est correctement soignée. Dès le lendemain, j'ai offert une grosse peluche à ma sœur pour son courage. Et elle l'avait mérité. Pendant presque un mois, elle a subi la présence effrayante de cette femme, sans rien dire. Bordel. Vous auriez fait quoi à sa place? Moi, je vous avoue, là, je serais parti en courant. Non, je sais pas ce que j'aurais fait, c'est un truc de ouf. Passons maintenant au 3e dessin de cette vidéo. Voici le dessin. Très bizarre, n'est-ce pas? On peut lire des lettres comme K-A-M-D-S et plein de noms ici. C'est très bizarre, on dirait presque que c'est écrit avec un espèce de truc brûlé. Bref, on va voir ça. Voici le témoignage de la mère de la fille qui a fait ce dessin. Bonjour, je m'appelle Cathy et je suis la mère d'une merveilleuse fille, Cécile, qui a aujourd'hui 14 ans. Nous sommes très liés toutes les deux. Son père et moi avions essayé d'avoir d'autres enfants, mais nous n'avons pas pu. Alors oui, j'avoue, elle est très gâtée, mais nous lui inculquons tout de même la valeur de l'argent. C'est une demoiselle très autonome et nous l'aimions profondément. Nous n'avons jamais eu de soucis avec elle, sauf une année, là où tout a basculé. Mon mari et moi sommes très croyants et nous inculquons nos valeurs à notre fille. Nous savons qu'elle fera le choix elle-même quand elle sera plus âgée, mais elle apprend sans qu'on lui force. On essaye d'éveiller sa curiosité. Quand elle était en primaire, elle avait dans sa classe une petite fille dont nous connaissions bien les parents. Je vais l'appeler Carole. Les filles se connaissaient depuis toutes petites et elles avaient l'habitude de jouer ensemble. Les parents venaient régulièrement à la maison et c'étaient des personnes en qui nous avions confiance. Je ne raconte pas cela à la légère. Cela aura son importance dans l'histoire. Donc retenez bien ça. Sa petite fille avait une sorte de meilleure amie qui venait souvent jouer chez elle, à l'époque. Un jour, pendant que ma fille était à l'école, je faisais le ménage, dans sa chambre, quand mon regard a été attiré par un dessin très étrange. Voilà le dessin qu'elle a retrouvé. Bizarre, n'est-ce pas? Pour une petite fille de dessiner un truc comme ça, c'est chelou quand même, on va pas se mentir. Cela m'a beaucoup troublé, mais quand j'ai continué à ranger, j'ai trouvé toute une pochette avec le même genre de dessin, et un langage étrange. Je connaissais bien ma fille. Petite, elle était encore attirée par les princesses et les princes. Elle aimait même jouer à la voiture. Mais jamais elle n'avait dessiné une chose pareille. Comme nous avons toujours été honnêtes, j'en ai parlé à mon mari. Et nous avons décidé d'en parler à notre fille avant de dîner. Quand je lui ai montré la pochette, elle a baissé les yeux. Comme si elle savait qu'elle avait fait une bêtise. Puis elle m'a dit « Oh, tu as trouvé mon livre de magie noire !» Comment ça, ton livre de magie noire? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce bordel? Comment ma fille pouvait-elle parler de magie noire? Mon mari et moi ne lui avons jamais parlé. J'ai d'abord pensé que c'était parce qu'elle avait lu un livre à l'école qui en parlait. Mais ce n'était pas du tout ça. La raison m'a assommé. Elle nous a regardés et nous a avoué que c'était Carole qui lui avait demandé de les faire. Elle avait les larmes aux yeux. Elle nous a dit que Carole était malheureuse avec ses parents et qu'il fallait qu'ils deviennent toutes les deux des sorcières. Comme ça, elles pourraient toutes les deux parler avec le diable, tuer les parents de Carole, et Carole serait heureuse après. On parle vraiment de tuer des parents là, il y a zéro vanne. Et la fille était là genre, ouais il faut vraiment qu'on fasse ça pour que ses parents ils meurent, comme ça elle est contente. Mais what? Détendez-vous à un moment donné, non? Imagine t'es daron et t'apprends que ta petite fille là, elle veut tuer tes parents. What? J'étais vraiment sous le choc. Elle s'est excusée pendant 10 minutes en nous disant que Carole lui demandait depuis longtemps, mais qu'elle ne voulait pas faire de mal à ses parents. Mon pari et moi avions appelé les parents de Carole, et ils sont venus à la maison. Nous leur avons posé beaucoup de questions avant de leur dire ce qu'il se passait. On voulait vérifier si la petite fille était bien traitée, ce qui était le cas. La petite Carole s'est énervée quand nous avions parlé du livre de magie, et elle a accusé ma fille de l'avoir trahi. Ils sont partis de la maison en s'excusant. Les parents et la petite fille ne sont jamais revenus à la maison. Cécile a décidé seule qu'elle ne lui parlait plus, et a mis son livre de magie dans la cheminée. Cette histoire a énormément marqué ma fille pendant très longtemps. Elle nous a posé des questions sur le diable, et elle avait peur qu'il vienne parce qu'elle avait fait ce livre. En effet, ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ce livre-là, avec tous ces petits dessins, sont en réalité des vraies représentations divines du diable. Donc ils ont vraiment repris des vraies illustrations qu'ils ont essayé de copier pour essayer d'invoquer le diable. À tout moment là, dans sa vie, il y a le diable qui le suit. C'est bon? Bonne ambiance.
Ça fait partie des erreurs à ne vraiment pas faire quand on est enfant. Voilà, vraiment, dessiner le diable, tout ça, on évite, on fait pas, hein. À part ça, je sais pas vous, mais ça m'avait trop manqué, ces vidéos un peu thread d'horreur à l'ancienne, où on est tranquille, on se raconte des histoires et tout, je trouve ça trop cool. Bref, on continue avec la prochaine histoire, pardon. Voici le prochain dessin. Cachons une histoire terrifiante. Je m'appelle Charles. Et je suis le père de Lorenzo, qui a aujourd'hui 13 ans. Comme à tous les parents, il est arrivé que mon fils fasse des frayeurs. Mais il m'a mis mal à l'aise qu'une seule fois. Et c'est à propos de ce dessin. Nous étions au week-end en famille. Lorenzo avait 7 ans. J'ai aussi une fille issue d'un premier mariage, Tania, qui avait 12 ans à l'époque. Ma fille a toujours été très solitaire, et elle n'aimait pas que Lorenzo traîne dans ses pattes. En fait, la seule personne qu'elle acceptait vraiment dans son entourage, à part moi, c'était Brandon, son meilleur ami. Brandon et Tania se connaissaient depuis l'enfance. Et même si je ne connaissais pas les parents du petit, ça m'allait, puisqu'ils étaient copains. Parfois, il venait même dormir à la maison, mais j'ai toujours refusé qu'elle dorme chez lui. Au départ, c'était seulement parce que je connaissais pas ses parents, mais je me demande parfois si j'ai pas eu un espèce d'instinct. Peut-être, hein. En effet, quelque chose n'allait pas avec ce Brandon. Un soir, pendant les vacances, Brandon est venu dormir à la maison. Il faisait déjà chaud pour la période, mais Brandon portait toujours un t-shirt à manches longues. Je pense que ça aurait dû m'alerter, mais ce qu'il s'est passé un peu plus tard a choqué tout le monde. Lorenzo, mon fils, n'aimait pas trop Brandon, même s'il essayait de jouer avec lui de temps en temps. Lorenzo ne l'approchait pas trop, et il n'a jamais voulu nous expliquer pourquoi. Mais ce soir-là, il est arrivé dans le salon avec une feuille. Il a tendu à Brandon. J'ai aussi vu le dessin, et j'ai frissonné en le découvrant. Mon fils avait dessiné ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Regardez, on y voit une sorte de personne avec des yeux craquelés, plusieurs bras, plusieurs jambes, très bizarre, 2 bouches. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement glauque. Je comprenais pas pourquoi il avait fait ce genre de dessin. Il a regardé Brandon avec un grand regard triste et lui a dit: c'est la tristesse qui est à côté de toi et qui mange tout ce qui est positif. Alors, il faut que tu enlèves ta tristesse pour plus que le monstre te suive. Ce soir-là, Brandon n'a pas dormi à la maison et il n'est pas revenu pendant des semaines. Ma fille a accusé Lorenzo d'avoir fait fuir son meilleur ami. Il a fallu que je lui explique que Lorenzo était trop petit pour y avoir pensé en dessinant. J'ai aussi parlé avec mon fils, qui a compris que son dessin avait fait peur à l'ami de sa sœur. Il s'est excusé en pleurant, mais vous connaissez les adolescents. Elle l'a boudé pendant des jours. Elle me disait que Brandon ne venait même plus en cours. J'ai essayé d'appeler chez lui, mais la ligne était toujours occupée. Là, j'imagine que tu penses que c'est juste le fils qui avait un petit délire bizarre et qui voulait faire fuir Brandon, on est d'accord. Sauf que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Puisque presque 2 mois après cet incident, Brandon est revenu à la maison. À notre grande surprise, il a remercié Lorenzo. Il nous a expliqué que Lorenzo l'avait aidé à voir que sa tristesse était profonde et qu'il devait en parler. Sa mère et son père avaient divorcé et contre son avis. Il avait été placé avec sa mère et ne voyait plus son père. Sauf qu'il avait du mal avec sa maman. Et son père lui manquait. Il a beaucoup pleuré ce jour-là quand il est rentré chez lui. Mais le lendemain, il a pu appeler le juge pour enfants. Sa mère a essayé de le garder en le séquestrant chez elle. Et le père a dû appeler la police pour qu'il puisse voir son fils. Depuis, Brandon a été temporairement placé chez sa grand-mère. Et sa mère ne peut le voir qu'une fois par semaine. Cela veut donc dire que le fils a remarqué que quelque chose de bizarre suivait Brandon. Est-ce que c'était juste une métaphore expliquant la tristesse? Ou est-ce que c'était vraiment une sorte de fantôme brisard qu'il pouvait voir? Très chelou, n'est-ce pas? Mais au moins, c'est une histoire qui finit bien. Et Brandon, aujourd'hui, va beaucoup mieux. Et il a plus cette espèce de truc-là qui le suit partout. Passons maintenant au dernier dessin de cette vidéo. Ce dessin est plutôt perturbant. Quand on le voit, on dirait qu'il fait pas vraiment peur. On y voit un truc, une personne, et quelqu'un en dessous. Sauf que là, quand on regarde bien, on remarque qu'en fait, cette personne-là est en train d'étouffer un petit enfant avec un coussin. Le texte écrit en dessus, c'est: maman sera super fière si j'arrive à faire que Timmy s'endorme. Ok, regardons l'histoire cachée derrière ce dessin. Ouais, je sais, t'as pas envie que la vidéo s'arrête, hein. T'as envie qu'on continue encore avec 40 dessins. Malheureusement, c'est la fin après ce dessin. Bref, regardons-le. Je m'appelle Valérie, et je suis maman de 2 enfants. Mathéo qui a 7 ans, et Timmy, mon petit dernier. Il n'a que 10 mois. Mon grand a eu beaucoup de mal quand son petit frère est arrivé. Et si je n'avais pas compris à quel point c'était grave, il y aurait pu avoir une catastrophe à la maison. Pendant mon congé maternité, Mathéo était souvent à la maison. Au début, car c'était pendant ses vacances d'été. Évidemment, j'étais souvent avec Timmy, le tout petit, qui me demandait beaucoup d'attention. Mathéo essayait d'être souvent avec moi, mais à chaque fois, je lui disais d'aller s'occuper ailleurs. Malheureusement, ça a été ma plus grosse erreur. J'aurais dû m'occuper plus de mon fils, et je le regrette aujourd'hui. Un jour, Timmy était particulièrement agité et ne voulait pas dormir. Il n'arrêtait pas de pleurer et je commençais à perdre mon calme. Heureusement, j'ai réussi à l'endormir au bout de 2 longues heures. Quand je suis revenu au salon, Mathéo n'était plus là, mais j'ai trouvé ce dessin sur la table. Le dessin, c'était celui-là. Et je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je vous laisse imaginer à quel point j'étais choqué qu'il ait dessiné ça. J'ai attendu que mon mari rentre et nous en avons parlé. J'avais peur que Mathéo le prenne mal si je lui parlais toute seule. Mon mari est bien plus doux que moi. Le soir même, nous avons demandé à Mathéo de pouvoir discuter.
et il a accepté. D'abord, il a menti et a dit que ce n'était pas lui qui avait fait le dessin. Mais il a fini par avouer en pleurant, avant de me regarder. « Maman, tu es toujours avec Timmy, et moi, tu me laisses tout seul. Timmy, c'est pas mon frère. Il m'a volé ma maman. Et cet après-midi, on pouvait être tous les deux. Mais Timmy, il a pleuré, alors tu étais encore avec lui. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir ma maman. » Il m'a brisé le cœur. Je me suis excusé, et je lui ai dit que ce n'était pas de la faute de Timmy. C'était moi qui avais fait des erreurs, pas son petit frère. Mais allez comprendre ça à son âge. J'ai beaucoup pleuré moi aussi. Et à la fin de la discussion, nous nous sommes fait un énorme câlin. Après ça, Mathéo et moi sommes tous les deux allés voir un psy pour nous aider. Depuis, nous allons beaucoup mieux, lui et moi. Il m'aide même à m'occuper de son petit frère, ce qu'il ne faisait pas avant. Je passe plus de temps avec mon fils. J'ai même engagé une nourrice qui vient de temps en temps s'occuper de Timmy, pendant que je passe du temps avec Mathéo. Je ne pensais pas que mon fils pourrait vouloir tuer inconsciemment son petit frère, mais heureusement, aujourd'hui tout va mieux. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, cachée derrière ce 5e dessin. C'est également la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si tu veux voir une autre vidéo sur des dessins et sur des histoires mystérieuses, ça s'affiche là, maintenant sur ton écran. On a déjà fait 2 épisodes à ce sujet-là. Pour les autres, rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. C'était Noah. Peace out. Vous êtes des boss.